Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Le CMR13 et moi, c'est une grande histoire. Je suis venu présenter mon court-métrage Observation dans la première édition, il me semble. C'était en 2015 ou 2016. On a fait du chemin depuis. Je vais me présenter déjà, pour commencer. Donc Alexandre Logier, je suis auteur, réalisateur, monteur, un métier que j'enseigne aussi maintenant, donc je suis formateur également. Je suis également compositeur, je chante un petit peu. En fait, on peut résumer ça, je suis un artiste. Je suis un artiste et généralement, le soir très tard, c'est chez moi que la lumière est allumée. Chez les autres, c'est éteint. Est-ce qu'on peut allumer juste un peu la salle, que je vois un peu plus les visages de ces messieurs-dames? Ah, c'est un peu mieux. Je vous vois, salut. Je vais faire un petit peu mon petit parcours. Je suis tombé très petit dans la potion magique du cinéma, un peu comme Obélix. J'ai ma maman qui, un soir, lorsque j'avais 10 ans, trouve dans la rue une grosse caisse. Elle croyait que c'était une chignole ou un outil quelconque. Et lorsqu'elle le monte à la maison, on se rend compte que c'était une caméra VHS. Elle n'avait pas l'utilité, donc elle m'a dit bon bah Alex, vas-y, amuse-toi à filmer des trucs si tu veux. C'est comme ça que sont nés mes premiers courts-métrages. D'abord avec mes jouets comme acteur. Plus tard, ça sera mon frère qui sera devant la caméra et qui me filmera aussi. Le problème de cette caméra VHS, c'est qu'elle n'avait pas de batterie, donc obligé de la brancher sur secteur, ce qui limitait nos possibilités de décor à l'appartement et à la cage d'escalier. Et plus tard, j'ai tout de suite voulu en faire mon métier. J'ai eu cette chance de très tôt savoir où je voulais aller et ce que je voulais faire plus tard. Donc quand je suis arrivé au collège, ça a été cette fois mes collègues de classe qui sont devenus mes acteurs, avec qui on se faisait toutes sortes d'aventures, de petits courts-métrages un peu chez l'un ou chez l'autre, etc. On a fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle des fan-films. On a fait des films, des fan-films Spider-Man, qu'on appelait Spider-Boy. C'était genre le fils caché de Spider-Man qui se retrouvait à avoir ses pouvoirs. Très très amateur, hein. On faisait la toile, on la faisait avec du scotch qu'on avait enroulé par exemple. Plein de trucs et astuces de ce genre-là. Et quand je suis arrivé en troisième et que j'ai eu une moyenne générale de 10,5, mon professeur général m'a dit bon, faudrait que tu redoubles. Ou alors que tu fasses CAP projectionniste. Autant vous dire que j'étais pas trop fan de l'idée. Et ma maman d'ailleurs lui a dit un truc très juste, elle lui a dit donc en fait si mon fils voulait devenir, je sais pas moi, dessinateur, je l'aurais envoyé dans une usine de crayons. Donc en fait moi j'ai dit bah vas-y je redouble, tant pis. Et moi je savais déjà mon parcours, je savais que j'avais pas le niveau pour faire un bac scientifique. J'ai donc choisi de faire un bac STI, électrotechnique. Ça a pu changer maintenant de nom je pense. Parce que je savais que je voulais faire mon BTS audiovisuel. Ce BTS audiovisuel, je l'ai eu en 2014. BTS Image, que j'ai passé d'ailleurs à Cannes, au lycée Carnot. Et j'ai tout de suite ouvert mon entreprise. Donc là, vous avez vu, c'est Southfilm, les films du Sud. J'ai fait pas mal de choses. Je sais pas s'il y en a qui connaissent par exemple Les Dégains. Ouais, Les Dégains, c'est moi. D'abord, la série, pas les films. On a fait ça avec mon collègue du lycée, hein, Nordine, qui était dans ma classe en fait. Il est venu me voir avec Karim, ils m'ont dit on a écrit un truc dans la voiture, on a commencé à avoir des idées. Notre premier rendez-vous ça a été dans un quick, très très rigolo d'ailleurs. Et il nous a dit on a contact avec Moussa Masri, on a contact avec Soprano, dans la saison 2 on peut même avoir Jul. Ok, si vous voulez les gars, go, on y va. Et c'est comme ça qu'on a fait 3 saisons ensemble. Et c'était très formateur parce que des choses étaient écrites, certes, mais les deux énergumènes que vous connaissez, pour ceux qui ont vu la série, étaient un peu ils allaient un peu dans tous les sens. Et quand, par exemple, on va faire un chant sur Karim et un contre-chant sur Nordine, des fois le dialogue allait changer entre-temps. Donc moi, en tant que monteur aussi après, parce que j'ai tout fait sur la série, j'ai réalisé, j'ai monté, j'ai fait la lumière, j'ai fait le son, même sur la saison 1, j'arrivais sur mon banc de montage. À l'époque d'ailleurs c'était Power Director, je me rappelle du logiciel. Et je me rendais compte de toutes les
bah, les choses qui allaient pas en fait, et que je devais moi rattraper. Notamment sur la saison 1 aussi, un figurant qui avait jamais fait quelque chose, qui était vraiment très content d'être là, tellement content que dans le champ, il fait le tour, il se met, il est là derrière, très bien, super. On tourne quelques plans, on fait le contre-champ, il va faire le tour, et il se met aussi derrière. Mais moi, il y avait 50 personnes, j'ai pas pu voir. C'est arrivé au montage que je vois qu'il y a le même mec dans le champ et dans le contre-champ derrière, et en plus, on peut pas le rater, hein, il touffe comme ça. C'était assez perturbant. Voilà, c'était très formateur parce qu'on m'appelait genre Alex, demain on va à tel endroit, on tourne telle scène, mais je savais pas à quoi ça ressemblait le décor, j'étais jamais allé. Pareil, voilà, toujours dans l'improvisation. Donc c'était très formateur. J'ai commencé en 2013 cette série avant que j'obtienne mon BTS, donc j'ai appris en même temps avec eux et c'était vachement cool. Je parlais tout à l'heure de mes petits courts-métrages, donc là j'ai un petit laser, je sais pas si vous voyez un peu, si je fais un laser comme ça. Tout le monde voit? Ok, c'est super. Donc voilà, il y a eu donc, les dégâts qui étaient une bonne partie de ma vie. J'ai passé aussi 7 ans chez le groupe Partouche, les casinos, les hôtels, les spas, etc. En tant que cadreur-monteur. Et je suis maintenant à Marseille dans un centre de formation comme formateur dans le montage vidéo. Et il y a une de mes élèves d'ailleurs dans la salle, je la salue. Mon premier vrai court-métrage professionnel était donc Observation, ici, qu'on a tourné en 2015, qu'on a présenté notamment au SMA 13 et dans de nombreux autres festivals, qui était une superbe expérience. J'ai également produit ou coproduit des films indépendants, c'est un peu ma spécialité, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est cohérent que je sois là aujourd'hui devant vous, parce que le SMA 13 c'est le festival du film indépendant et c'est quelque chose donc, que je connais très bien, avec lequel je suis très familier et que j'encourage, le pratiquant moi-même et soutenant aussi des projets d'autres auteurs. On parlera en fin de ma masterclass là d'un projet actuellement justement un projet indépendant que je tourne dans un mois. Vous en saurez plus tout à l'heure. Des films que j'ai coproduits mais que je n'ai pas réalisés, notamment ça sera Tranche de vie ici, Tranche de vie, ou encore Rutabaga ou The Hermits, Les Autarciques, qui sont des films d'horreur d'un ami qui s'appelle Julien Bodzanowski, qui se spécialise dans le genre horreur. Et pareil, à chaque fois, c'est allô Alex, bah, j'ai écrit un nouveau scénario, vas-y, viens, on y va. Généralement, c'est des films à très très petit budget, faut pas dire pas de budget. C'est de l'indépendant, voire même du cinéma guérilla, comme on l'appelle. On prend une caméra, on prend une équipe motivée et let's go, on verra bien ce qui se passe. Tranche de vie notamment, c'est un film de 2h10 qu'on a tourné en 7 jours. Autant vous dire que je m'endormais derrière la caméra certains soirs. Mais ça s'y prêtait, c'était un huis clos d'un homme un peu perturbé qui a l'impression qu'un monstre sort de son placard. Et en fait, c'était une métaphore pour dire que c'est sa mère qui l'avait maltraité petit, qui se réincarnait devant lui. Donc c'est vraiment un truc très psychologique, horreur psychologique, qu'on a fait donc, ouais, en 7 jours, très intense, mais très très beau résultat, je suis très fier de ce projet. Un peu comme les dégâts aussi, j'ai fait la série récemment Cappuccino, qui était une série pareil humoristique sur un jeune qui malheureusement fait un peu n'importe quoi dans sa vie. Et il se trouve que bon, un matin, il se dit allez, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais aller passer un entretien d'embauche. Et lorsqu'il va prendre un café, il va en fait échanger sans faire exprès en se levant. Il est au téléphone, il se lève et il échange sans faire exprès son sac avec celui d'un mafieux. Et quand il rentre chez lui, il se trouve avoir 150 000 balles. Et il dit bon, je suis riche. Quelqu'un de sensé aurait dit bon, c'est pas à moi, je vais le rendre, on sait jamais, tu vois. Ou alors je vais le poser là où il était et puis basta. Non, lui il va tout dépenser, forcément, et se faire donc retrouver et poursuivre par les malfrats qui veulent récupérer leur pognon. On a fait également récemment un petit court-métrage qui s'appelle Cité capable d'aimer. C'est sur l'homosexualité dans les quartiers. C'est un sujet qui n'est pas souvent mis au devant de la scène, mais qui est une réalité. C'est-à-dire, on a un personnage joué par Giorgio ici, qui va en fait limite prendre une copine pour faire genre, alors qu'il est homosexuel, pour le cacher aux yeux de ses collègues qui sont un peu des racailles de cité, etc. Se donner un genre dur, alors qu'au fond de lui, peut-être qu'il n'est pas. Et cette chose-là va le rattraper aussi derrière.
On l'avait présenté au cinéma Le Pâté Madeleine à Marseille, ça a été un beau succès aussi. Et voilà, le suivant c'est Amoureux. Amour-E, qui est mon premier long métrage de fiction que j'ai fait en 2018, également en indépendant. Ça a été un mois de tournage, on avait pas mal une bonne équipe, j'en suis assez fier. Le problème c'est qu'il est sorti, il devait sortir le 23 avril 2020. Je vous laisse vous rappeler où est-ce qu'on était à ce moment-là. On était chez nous, confinement. Et fermeture des cinémas, bien sûr, le Covid-19, hein, ce fameux virus qui nous a bien emmerdé, hein, excusez mon langage. Et du coup, avec la fermeture du cinéma, on avait des reports, jusqu'à arriver au moment où les cinémas allaient rouvrir. Et par contre, à ce moment-là, on avait beaucoup de gros blockbusters qui s'étaient cumulés, notamment un nouveau James Bond. Donc autant vous dire que mon petit film amoureux, il s'est retrouvé un peu écarté. Donc c'était vraiment une bataille pour le sortir, parce que moi, quand je fais un truc, même si il y a peut-être des défauts, même si il aurait été perfectible, je vais toujours au bout des choses et j'essaye de le pousser à l'envoyer le plus loin possible. Festival, sortie, au cinéma si possible, etc. Et donc vous pourrez le voir désormais sur YouTube, je l'ai mis sur YouTube récemment. Et là où je vous parle, il est en train d'approcher doucement mais sûrement des 6 millions de vues, donc je suis vachement content là-dessus. Il est vu dans le monde entier, j'ai des bons retours et voilà, je suis très content. Aujourd'hui on va parler et je vais vous montrer aussi le court-métrage suivant là, qui est là, Futur. On peut enchaîner sur la vidéo, mon cher Emmanuel. Avant ça, on va donc faire un peu de théorie ensemble. Comment est-ce qu'on écrit un scénario? Je ne vais pas vous apprendre ça, ça s'apprend pas en 10 minutes. Hein. On peut mettre pause ici. Écrire un scénario, c'est à la portée de tout le monde. Le scénario, c'est quoi? C'est l'essence même du projet, de A à Z. Le scénario, c'est l'outil qui va suivre le projet du début jusqu'à la fin, aussi bien pour les comédiens pour connaître leur texte, aussi bien l'équipe technique pour en connaître les besoins. On va prendre un scénario, il y aura donc des séquences, par exemple séquence 1, bien, au tournage, on aura quelqu'un qui a fait un découpage technique. Un découpage technique, c'est cette séquence 1, comment est-ce que je vais la filmer? Et ça, on donne le même scénario à 100 réalisateurs différents, on va donc obtenir 100 découpages techniques différents, parce qu'ils ont tous leur vision des choses. On peut donner cette séquence 1 imaginons, la séquence 1, c'est moi qui rentre sur scène et qui vous parle. Ben, un réalisateur pourrait choisir de faire un plan séquence, un plan unique, où il me suit, il se place, jusqu'à la fin de la séquence, on ne coupe pas la caméra, c'est un plan séquence. Un autre pourrait décider d'en faire 15 plans différents. D'abord mes pieds, qui sont en train de marcher sur la scène, ensuite peut-être mes épaules, le dos, on ne révèle pas encore qui je suis, peut-être une main dans une poche qui sort quelque chose, après un plan large qui révèle la scène, voilà. En fait, chaque réalisateur a une vision différente, et c'est pour ça que même si dans le cinéma qui a été créé maintenant en 1895, hein, ça commence à dater un petit peu, tous les sujets ont quasiment été abordés déjà. Mais c'est la vision du réalisateur et la façon dont il va s'approprier ce sujet-là et le montrer à l'image qui fait que même si le sujet a déjà été abordé, on aura toujours un nouveau film. Comment décrire un court-métrage? Alors, on a une première chose, la fabrication inversée. Parce que quand on écrit un long-métrage, on sait que peut-être on aura peut-être du budget, qu'on aura des besoin d'un hélicoptère, besoin d'une explosion, etc. Généralement, le court-métrage, c'est quoi? C'est se dire, qu'est-ce que j'ai à disposition déjà là, actuellement? Bon, j'ai mon appart. J'ai mes collègues qui ont aussi peut-être des maisons, des endroits où ils travaillent, où je pourrais demander une autorisation de tournage. Donc, on va commencer à penser à l'envers. Définir ce qu'on a à notre disposition et écrire en fonction de ça. L'inconvénient, ben, la faible liberté de création. On ne pourra pas mettre d'hélicoptère ni d'explosion. Malheureusement, il faudra attendre d'avoir un petit peu plus de budget. Mais l'avantage, petit budget, tournage facile et efficacité. Donc cette technique-là est adaptée au court-métrage, ou alors à un premier long-métrage indépendant, justement, qui a un peu le même modèle, faible économie,
mais on fait avec ce qu'on a ou ce qu'on peut avoir facilement. On peut avancer un petit peu, Emmanuel. Ok. Alors les questions auxquelles il faut répondre lorsqu'on veut écrire. On va répondre donc à 3 questions. Et on va les introduire dans la première minute du film. Parce qu'un court-métrage, il faut qu'on réussisse à faire tenir le spectateur et l'accrocher directement. Il n'est pas en mode, je vais au cinéma, dans une salle obscure, je sais que je vais voir un film qui dure 1h30, 2 heures, j'ai le temps d'installer des choses. Non. Là, un court-métrage, qui est généralement 15 minutes, en fait, le format le plus répandu, il faut aller vite à l'essentiel et que tout fasse avancer l'intrigue très rapidement. Donc les 3 questions, c'est où est-ce que ça se passe? On situe l'action. Qui? Acteur, silhouette, figurant. Et quoi? Matériel et logistique. Ça, il faut répondre très vite. On peut avancer, Manuel. Ok, merci. Ensuite, bah oui, l'idée, hein. On va pas écrire un film si on n'a pas d'idée. C'est l'essence même. Et l'idée, elle peut venir de toutes manières différentes. Ça peut être un concept. Un concept. Imaginons, qu'est-ce que c'est un concept? J'en cite un policier est mis en prison et du coup ses co-détenus sont ceux qu'il avait mis en prison avant. Voilà, ça c'est un concept. On n'a pas encore le nom du personnage, on ne sait pas comment ça va se dérouler dans l'ordre chronologique des événements. Ça c'est le concept. Là donc l'idée, un court-métrage ne s'écrit pas comme un long, on ne peut pas se permettre de prendre 10 minutes pour introduire le personnage, on va commencer directement dans l'action. Ça c'est important pour que immédiatement dans la première minute, on sache qui est à l'écran, quelle est sa situation actuelle, quelle est sa problématique, et repérer rapidement qui est notre héros et qui on va suivre pendant ces peut-être 15 minutes. Donc capter l'attention du spectateur dès le début du film, commencer avec une scène choquante, énervante, différente, surprenante. La première idée du scénariste sera la plupart du temps la même que le spectateur va avoir en regardant le film. Il faut surprendre le spectateur. En proposant le contraire, le public ne doit pas imaginer et deviner la direction que va prendre le film. Essayez donc de faire des rebondissements et ne pas aller dans l'évidence. Est-ce qu'il y a à ce stade-là des remarques ou des petites questions de votre part? Ils sont timides. Non, c'est bien, ils sont sages. C'est cool. On peut avancer, Manuel? Merci. Alors, dialogue et action inutiles. Donc chaque fois qu'un protagoniste intervient à l'oral, il doit faire avancer le récit. Chaque fois qu'une action se déroule, elle doit faire avancer le récit. On ne peut pas se permettre, dans un court-métrage surtout, d'avoir des choses qui ne font pas avancer l'histoire. Si on introduit un nouveau personnage, si on prononce un nouveau dialogue, si on présente un objet, si on présente un décor, il faut qu'il ait son utilité et il faut qu'il fasse avancer tout ça. Enlever tout le superflu, tout ce qui semble ralentir le rythme général du film. Il faut cependant faire attention que le spectateur ne soit pas perdu par des oublis de détails importants. Il doit comprendre et suivre de façon limpide le récit tout en étant captivé. C'est de la théorie bien sûr, hein. Mais vous vous rendrez compte, si vous écrivez un film, je vous le souhaite d'ailleurs, comme je disais, c'est à la portée de tout le monde, il vous faut une bonne idée. Ou quelqu'un qui vous donne la bonne idée, ou qui déclenche chez vous cette envie d'écrire. En plus aujourd'hui, pour les plus jeunes, écrire c'est peut-être un peu plus simple qu'avant. On a des outils, malheureusement, qui existent, ou heureusement, comme ChatGPT ou autre, dont on peut se servir. Je m'en suis servi récemment, quand j'étais bloqué dans un scénario, par exemple, ma séquence 51 et ma séquence 53, je savais ce que c'était, mais la 52, j'étais un peu hésitant sur le contenu, donc j'ai demandé à ChatGPT, ma séquence 51 il se passe ça, après il va se passer ça, est-ce que tu peux me proposer 2-3 idées pour que les deux s'articulent bien? Et en fait ça marche bien, hein. Ça marche très bien. Mais il ne faut pas écrire son scénario avec ChatGPT, il faut s'en servir pour qu'il vous aide. Il faut être maître du contenu. On peut avancer. Merci. Alors, captiver l'audience. Pour que le spectateur reste en haleine devant le film, il faut jouer avec lui, casser les codes, innover, le surprendre, voire le frustrer, tout en évitant les clichés. Il faut que l'objectif principal du film soit la quête, le but, la mission, paraissent
aux yeux du public, de plus en plus irréalisable pour nos protagonistes. Faire échouer nos héros à de maintes reprises avant le climax. Est-ce que tout le monde est familier avec ce terme climax? Pas du tout. On va faire un truc après, je vais vous montrer quelque chose. On peut avancer directement, Emmanuel. La durée, donc on a parlé tout à l'heure, c'est 15 minutes l'idéal, notamment pour Cannes, la sélection court-métrage de Cannes, c'est 15 minutes. Mais c'est surtout un peu le format qui est imposé par la plupart des festivals en fait. Et pour l'inconscience du quart d'heure. Dans notre tête, bon, on va regarder ce film, ça dure un petit quart d'heure. Le court-métrage, c'est pour faire ses preuves, pour se faire repérer. Il est important qu'il ait une vie en festival. C'est donc important que des festivals existent pour accueillir ces courts-métrages. Et sans vous, public, on ferait rien. C'est vous, public, qui allez critiquer à votre échelle, hein, même si vous n'êtes pas des professionnels du métier. Vous avez chacun un regard. Quelqu'un qui va dire « c'est de la merde, point », je suis pas sûr que ça fasse avancer les choses. Par contre, quelqu'un qui dise « c'était pas très bien parce que », et qu'il explique son point de vue, ça fera toujours améliorer un réalisateur. Il faut qu'il soit, et j'ai toujours été dans la réception de ces critiques-là. Je me suis pas enfermé dans ma vie à m'offusquer dès que quelqu'un me dit qu'un de mes films n'était pas bien. J'écoute et j'apprends. Et j'apprends tous les jours. Et même les plus vieux réalisateurs apprennent chaque jour des autres. On fait un film d'abord pour le public et ensuite pour nous. On a envie de raconter des histoires, on a envie de faire passer des émotions. Et quand on réussit à faire passer une émotion, c'est qu'on a réussi une petite partie de notre objectif. On peut avancer, Emmanuel, s'il te plaît? Alors voilà, on va venir à ce fameux climax, etc. Parce qu'on va voir le schéma narratif. Alors voilà, on a ici la tension. Vers le bas ici, ce qui est en train de se dérouler, c'est le temps, la timeline. Ok. Très bien. On a donc ici une structure en 3 actes d'un schéma narratif. Premier acte ici, on va avoir l'exposition, début du film, et un élément déclencheur qui va lancer les péripéties. On peut mettre pause ici, s'il te plaît, Manuel. Premier acte, donc, on installe. Et on l'a dit tout à l'heure, en court-métrage, c'est surtout la première minute, ou les 2 premières minutes. On présente qui est le protagoniste, notre héros, dans quel monde il vit, quelle époque, quel est son environnement, quels sont ses accessoires, ses costumes, etc. Et quelle est sa problématique. Là, élément déclencheur. Imaginons, c'est un court-métrage policier. Court-métrage policier, on a un flic, on révèle où il travaille, on révèle ses collègues, on révèle sa vie. Élément déclencheur, il y a un meurtre. Ah, bah tiens, on va commencer à enquêter. Deuxième acte, on a des péripéties qui vont peut-être faire plus de vagues des fois. Dans tous les cas, c'est des pics de tension qui vont maintenir le spectateur en haleine pour avoir envie d'aller jusqu'au bout et de comprendre ce qui va se passer. Et donc ce climax ici va être le point culminant, le plus haut de la tension. Généralement, ça serait ici, si je reprends l'exemple du film policier, l'arrestation et le combat contre le suspect jusqu'à son arrestation. Si c'est un film de super-héros, ça serait l'affrontement final contre le méchant, par exemple. Et le troisième acte, donc, le dénouement, ok, où on va mettre, si c'est notre film policier, mettre le méchant en prison, et tout est bien qui finit bien. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est plutôt clair? Et ce schéma en 3 actes, on peut le retrouver depuis la nuit des temps, dès qu'il y a eu des premières histoires racontées, en Grèce antique, etc. C'est un schéma qui se reproduit, généralement assez souvent. On peut avancer un petit peu? Ah, merci. Alors, stop, pause s'il te plaît. Voilà.
Là, on va voir le comparatif avec le schéma d'un épisode de série. Un épisode de série, et je reprends exprès le modèle du policier, du genre policier. On va avoir peut-être au début un premier pic de tension assez haut, qui serait le meurtre sur lequel il faut enquêter. Ou un événement assez marquant en tout cas. Ensuite, on reprend notre schéma en 3 actes ici. Ok ? Pareil, on expose les événements du début d'épisode, où est-ce que nos personnages en sont. Élément déclencheur, il y a quelque chose qui fait aller, on y va. On va avoir des péripéties plus ou moins hautes. Le climax, ah bah tiens, on va choper le méchant. On a trouvé le criminel. On arrête le criminel, on l'emmène en prison, interrogatoire, etc. Il avoue les faits ou pas, voilà. Tu peux mettre play, Manuel. Attention, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un épisode de série? Ah, pause. C'était pas lui. On s'est trompé de criminel. C'était pas lui le responsable. On va donc créer un nouveau pic de tension pour finir l'épisode, qu'on appelle le cliffhanger, qui en anglais veut dire un peu au bord de la falaise. Cliffhanger, donc, qui va nous maintenir en haleine et nous dire « Ah, il faut que je revienne la semaine prochaine voir l'épisode 2. » Ok? Et ça, c'est un schéma qui se reproduit aussi dans des films sériels, un peu comme on pourrait prendre l'exemple des films de super-héros Marvel, lorsque à la fin de Iron Man 3, on te présente un truc qui se passera après, ou etc., etc. En fait, ça c'est bien ou pas bien, ça c'est au point de vue de chacun, mais c'est une façon d'écrire aussi, parce qu'on va créer à la fin un dernier pic de tension qui va nous obliger à revenir voir la suite. Et si on reprend les dernières saisons qu'il y a pu y avoir d'une série comme Walking Dead, les saisons 7, 8, pour moi en tout cas, il y a un gros pic au début, rien, et un gros pic à la fin. C'est du vide après l'épisode lui-même. Mais ils sont quand même forts parce qu'ils te mettent un truc assez puissant à la fin de l'épisode pour te dire « Ah, il faut quand même que je vois la suite ». Donc voilà, le schéma narratif. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ouais. Est-ce que maintenant, avec l'avènement de Netflix, on va un peu, vu qu'ils savent que les spectateurs ils sont chez eux, ils peuvent directement passer le 2, est-ce qu'ils n'ont pas... Est-ce que l'écriture ça va changer maintenant, ils sont plus obligés de mettre un cliffhanger après? Ok, je vais le dire pour tout le monde ta question. Donc il demande si, avec maintenant l'avènement de l'ère Netflix, etc., est-ce que le modèle n'aurait pas changé par rapport au cliffhanger, où les gens, comme ils sont chez eux, ne seraient peut-être pas obligés d'être tenus en haleine de cette manière-là. J'ai envie de te dire oui et non. Si on prend des mini-séries de 6 épisodes, en soi c'est un long film. Donc il y a toujours une manière de faire un petit cliffhanger, ou en tout cas de s'arrêter sur une action ou une question dont on ne donne pas la réponse, un peu comme une bande-annonce finalement. Une bande-annonce, quand on va écrire une bande-annonce, on va présenter où se passe le film, de quoi il s'agit, puis on va laisser en attente le spectateur sans lui donner une réponse. Et ça sera plutôt le modèle qu'ils vont utiliser. Mais non, normalement, si tu peux prendre n'importe quelle série que tu pourrais trouver sur Netflix notamment, je pense que ce modèle se retrouve quand même. Mais ça peut évoluer, en effet. Merci pour ta question très pertinente. On peut... oui, dis-moi. Aussi, je voulais savoir dans quelle mesure on peut ajouter de arches narratives, parce que je pense que ça rejoint un peu le nouveau modèle de Netflix, dans le sens où, en fait, il y a des espèces de cliffhanger, mais au milieu de cet épisode, parce qu'on revient justement à des personnages qui ont arrêté sa présence dans un épisode. D'accord. Et puis ils sont revenus et ça fait une remise en action ou une remise d'attention sur une action qui était dans le passé qui se retrouve dans un autre épisode. Bah en fait c'est toujours pareil, c'est qu'on a, un schéma narratif par épisode, okay, qui est un peu comme ça, normalement, mais on a aussi le schéma narratif global de la saison complète. Et c'est ça qui va faire que un bon scénariste ou un bon showrunner et son équipe de scénaristes vont réussir à trouver les ponts qu'ils vont réussir à faire. L'arc narratif de ce personnage 1, est-ce qu'on l'arrête pas à ce moment-là et on le retrouverait dans 2-3 épisodes à ce moment-là, on recommence l'arc narratif du 1.
C'est très varié la façon dont on va travailler le scénario d'un projet. Et en série, en tout cas, l'objectif, c'est maintenir l'audience. Dans tous les cas, même si c'est du Netflix, ils n'ont pas envie que les gens regardent que l'épisode 1. Ils ont envie que leur résultat soit un peu plus poussé. Que les gens, limite, consomment la saison d'un coup. Et là-dessus, ils sont forts parce que, aussi bien en stoppant après 2 épisodes et en revenant quelques jours voir l'épisode 3, ça marchera. Alors que les gens qui vont tout enchaîner d'un coup parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, binge-watching, hein, on l'a tous fait, je pense, d'enchaîner une saison complète, ça marche aussi, parce que c'est la continuité. Ça, c'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être ce que c'est un showrunner? Un showrunner, on va dire que c'est le chef de projet du scénario. C'est lui qui va donner son aval avec c'est plus un modèle qui se produit aux États-Unis. En fait, on a le showrunner qui est le patron des scénaristes et il a son écurie de scénaristes qui bossent pour lui sur le projet. Peut-être des fois ils sont même 10. Chacun propose une version de quelque chose et ensuite c'est lui qui met en commun et qui prend les décisions finales. Ouais. Il dit que les saisons 2 sont souvent moins bien parce que le showrunner change. Bah oui, je pense. Et on a un modèle autre que ça, c'est avec les 3 derniers Star Wars, 7, 8, 9, lorsqu'on a une showrunneuse qui est la productrice en fait, et qui veut imposer des trucs alors qu'elle n'y connaît rien, et qu'il prévoit une trilogie avec des dates de sortie des 3 films, mais ils n'ont rien écrit. Donc il y a un premier film de J.J. Abrams, Star Wars 7, qui essaie de s'en sortir en faisant du neuf avec de l'ancien et en faisant ce qu'il peut. Puis il y a un autre mec qui arrive, le 8, qui dit ce qu'il a fait le mec du 7, j'efface tout. Sauf qu'après, en fait, c'est le mec du 7 qui revient à la suite faire le 9, et il dit putain, le mec il m'a tout détruit, et maintenant comment je vais faire, il m'a tout ce que j'avais préparé, il a mis en l'air. Donc forcément que ça marche pas s'il n'y a pas de cohérence globale dans le projet. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer 3 nouveaux films Star Wars, j'espère que cette fois ils vont pas faire cette erreur-là, même si je pense pas que tout le monde en a quelque chose à faire actuellement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres schémas narratifs possibles? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres schémas narratifs possibles? Oui. Et on peut prendre des exemples comme des films de Christopher Nolan. Memento, par exemple. Memento, qui est un double film. Il y en a un qui est en noir et blanc qui avance à reculons, et il y en a un qui est en couleur qui avance dans le bon sens. Tout ça en montage alterné. Donc on passe scène en couleur, scène en noir et blanc, scène en couleur, scène en noir et blanc, jusqu'au moment où il y a une scène en noir et blanc qui va se coloriser. Ce sera le climax, la révélation. Il y a aussi Inception, etc., où il y a plusieurs strates d'écriture, plusieurs temporalités. Ouais. Il y a aussi Alien, on pense que oui. Et ça s'est reproduit, oui. Il parle de Alien, c'est un bon exemple parce que je suis un grand fan. Alien, il y aura 3 actes, dénouement, et il n'y a pas un cliffhanger, il y a un 4e acte, en fait, où on pensait avoir résolu le problème, mais le problème se trouve n'être pas résolu. Et c'est un schéma qui a fonctionné chez les spectateurs parce que c'était un truc nouveau, une autre façon d'appréhender une histoire, et ce schéma a été reproduit. On prend le premier Alien pour ceux qui l'ont vu, on pense avoir explosé la station et donc réduit la menace alien à néant. Elle s'enfuit dans sa petite navette, elle se rend compte qu'en fait, révélation, l'alien s'est mis dans la navette avec elle. Il n'est pas mort. Nouvelle arc qui commence. On prend Alien 2, pareil, il faut exploser carrément la planète cette fois, sauf que une fois que c'est fini ce 3e acte, ils sont de retour à la base, tout va bien, sauf que la reine s'est planquée dans le vaisseau. Allez, ça recommence, 4e acte. Donc oui, il y a d'autres façons d'écrire. On peut avancer un petit peu, Emmanuel ? Alors, Nikon Film Festival. C'est pour introduire mon film futur. En 2019, tu peux mettre pause ici s'il te plaît. J'ai donc voulu participer avec mes collègues d'une école d'acting qu'on faisait au fameux festival Nikon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est chaque année le Nikon qui organise un festival avec un thème imposé pour tout le monde et un minutage imposé à tout le monde. C'est 2 minutes 20.
Là d'ailleurs, cette année, c'est la première fois qu'ils proposent aussi mini-série. Donc, on a vu tout à l'heure écrire un film de 15 minutes. Le schéma narratif, tout ça, le fait d'introduire un personnage de la première minute, etc. Autant vous dire que 2 minutes 20, c'est court. C'est très court. Et là, le sujet imposé de cette édition en 2019 était génération, au pluriel. Et j'ai commencé à réfléchir et je me dire, qu'est-ce que ça ferait si les humains du futur, dans 100 ans, en 2124, qu'est-ce qu'ils penseraient de nous 100 ans avant, s'ils voyaient des images de nous, de notre façon de vivre, de notre façon de penser. Et je me suis gardé, donc ça c'était un concept, ok. Et après plusieurs réunions avec tout le monde, mes acteurs notamment, on a abouti à ce scénario. Je suis un futur, que j'ai pré-renommé Futur. On peut avancer un petit peu la page suivante, Emmanuel. Donc voilà. Le concept, c'est un historien, ou on ne sait pas trop si c'est un historien ou un scientifique, qui interroge, qui interviewe en fait des différentes personnes, hommes, femmes, enfants, de toutes nations et genres différents. Et donc c'est très voulu futuriste, avec des effets un peu numériques pour notamment faire par exemple des hologrammes. Et sur ces hologrammes, ces écrans un peu hologrammes, il va leur balancer des images des époques d'il y a 100 ans, de l'ancienne génération d'humains. Et chacun va donner son avis sur ce qu'il voit. On peut passer les pages, on va pas forcément lire le scénario. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y encore. Ça c'est le scénario. Hein. Ensuite il a fallu découper ce scénario en découpage technique, donc en plan. Voilà, tu peux mettre pause ici. Il n'y a qu'une séquence. Il n'y a qu'une séquence qui est découpée assez simplement, de façon assez académique finalement. On a un master de profil, vous verrez il y a une table et ils sont assis à parterre de profil. L'historien ne bouge pas, il reçoit des personnes qui, eux, changent peu à peu et donnent leur point de vue. Pour ceux qui n'avaient pas vu, donc ça c'est un découpage technique. Hein. On a une colonne qui présente séquence et plan, ce qu'on retrouvera d'ailleurs sur le clap plus tard. Ce fameux clap, à quoi il sert finalement? Quelqu'un peut me dire? À démarrer la scène. Vas-y, toi. À synchroniser image et son. Oui, c'est une de ses utilités. La deuxième utilité, c'est identifier. Donc à l'écrit et à l'oral, le clapman va citer ce qui est écrit dessus. Imaginons 17 sur 1, première. Puis il clappe. Ce mouvement de clapper et ce son qui est produit, qui est très bref et très fort, nous permet donc de synchroniser l'image qui est captée par une caméra et le son qui est enregistré sur une ou plusieurs mixettes indépendamment. Et donc au montage, il suffira de venir choisir l'image du clap fermé et au son de repérer le pic sonore et de les synchroniser. Ouais. Le clapman n'existait pas au début du cinéma? Pas forcément. Les premiers films, il n'y avait pas de moteur, hein, c'est l'opérateur lui-même qui tournait la bobine. Donc, ouais, c'était assez rudimentaire. Mais après, c'est devenu un métier, puis un deuxième, puis un troisième. Ah tiens, il y a l'apparition du son. Comment est-ce qu'on va faire pour que ça synchronise le son? Voilà, c'est là qu'ils ont répondu à ces questions. Donc voilà mon petit découpage technique. Hein. Des fois, je mets toute la séquence, parce que je savais que je voulais filmer dans ce plan-là l'entièreté de la séquence. Et des fois, j'ai des choses que je stipule en précisant ce que je veux obtenir. Donc, première colonne, séquence plan. Deuxième, valeur de plan et mouvement de caméra. Donc là, je mets fixe. Donc ça sera sur trépied. Troisième colonne, objectif. Donc, qu'est-ce que je mets comme focale devant ma caméra? Sachant qu'un chiffre petit comme 18 mm, c'est une large focale. 50 mm, c'est plutôt un aspect œil humain. Okay. Et 85 et plus, c'est ce qu'on appelle une longue focale, donc on va venir à réduire le champ et voir plus loin. Ça peut être un téléobjectif aussi. Voilà. On peut avancer. Waouh, ça a animé, c'est incroyable.
Allez, je vous laisse du coup profiter du court-métrage de 2 minutes 20. Alors, qu'avez-vous ressenti en voyant tout ça? Ça me rappelle des histoires que me racontait mon grand-père. Enfin, quand il était toujours de ce monde. Qu'ils étaient cons. Ils portaient tellement d'importance à des détails futiles. Et leur apparence, leur préférence sexuelle, la vie des autres ou bien même l'argent. Si vous pouviez vivre ne serait-ce que 24 heures à leur place, le feriez-vous? Connaître les voitures à essence, la 5G, écrire avec des stylos. Qui rêverait de ça? Ils étaient bizarres. Sommes-nous mieux qu'eux? Pas du tout. Je me rends compte maintenant. Pourquoi on doit répondre à toutes ces questions? Excusez-moi monsieur, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un éléphant. Pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui? J'aurais bien voulu connaître la magie des salles de cinéma. Ils ne connaissaient pas la technologie. La technologie influerait donc sur nos conditions d'existence? Toute cette technologie me dépasse, me répugne. Je pense qu'on arrive à la fin. L'ancien monde ne m'intéresse absolument pas. La technologie nous a carrément enlevé notre humanité. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Quand j'ai envie de commander quelque chose, j'ai qu'à y penser, on me le livre. Cette technologie, elle nous sert tous les jours, mais à quel prix? Je crois qu'on a remplacé le partage par la technologie. Je pense surtout que nos vies sont beaucoup trop connectées. C'est la technologie qui nous contrôle. Les humains de l'époque avaient peur des nouvelles technologies. Je n'aurais vraiment pas pu vivre à leur époque. J'ai aucun regret d'avoir connu la technologie d'aujourd'hui. On a abandonné notre sentiment le plus précieux. La mort. Tous ces animaux qui sont morts. Pourquoi? Ils nous avaient avertis pourtant. Regardez comment on s'entend. Le monde a changé. L'arrivée du travail, la crypto-créditation. Avec la conscience partagée aujourd'hui, tout est accessible si vite. Quelle est votre conclusion? Notre terre se meurt. Et nous n'avons rien fait. Et vous? Bon, sympa, hein? Attends, pause. Donc vous avez bien vu, pas mal de comédiens différents, et on a tout fait en un jour. Ouais. Dans un hôtel à Aix-en-Provence, ils avaient une sorte de salle de réception, et on a trouvé une table chez une boutique qui faisait des choses un peu design, un peu futuriste, il y avait aussi plein de bibelots, de statues, etc. Et en fait, on a tourné non-stop pendant une journée. Et une fois que les configs étaient faites, la lumière aussi, ça n'avait plus bougé. Alors, on a passé les comédiens un par un. Et on a aussi laissé libre un peu à l'improvisation. Même si j'avais vous avez pu apercevoir vite fait dans le scénario, des répliques déjà écrites, parfois je leur laissais la possibilité d'improviser, de raconter des choses qui n'étaient pas prévues, de dire leur point de vue à eux. Donc pas mal d'effets numériques, notamment les hologrammes, etc., mais aussi des choses que vous n'avez pas vues. Là c'est un making-of que je vais vous passer, mais il est très court, on n'a peut-être pas forcément le temps de tout voir, mais je vous le dis déjà, dans la pièce, au plafond, vous avez peut-être vu, il y a des lampes, une rangée de lampes, et à l'époque, dans les vraies conditions, on avait aussi des bouches d'aération, des alarmes incendie, des choses comme ça, qui ont été effacées par notre truquiste pour tout cleaner et rendre la salle la plus épurée possible. Donc il y a plein de choses comme ça. Un bon effet spécial, on n'arrive pas à le détecter. Les hologrammes, bon, c'est devant nous, ok, mais tout le reste, le fait d'effacer des choses, le fait de camoufler, de reproduire un morceau de mur pour camoufler un câble ou autre. J'ai eu la chance d'avoir un super truquiste qui m'a fait tout ça, et ça donne ce que vous avez vu là. Je vous laisse visionner le petit making-of qui va avec. D'accord, et action.
là, c'est une fin alternative. Et vous? Ils sont prêts? On dirait. Voilà, c'est la fin alternative qui n'a pas été gardée. Écoutez, voilà, il a fait un bon parcours ensuite, hein, je suis pas content d'une icône. Il a été diffusé notamment au Wild Indie en Angleterre dans un cinéma IMAX. Il a gagné un prix en Allemagne, prix du jury. Je m'attendais pas, mais c'était vachement cool. Je vais devoir écourter un petit peu. On peut passer directement à la bande-annonce de La Nana Danse. La Nana Danse, qui est un film qui sort le 3 décembre sur Prime Video, que j'ai produit, que j'ai monté, étalonné et que j'ai distribué en salle de cinéma en janvier dernier. Parce que je suis devenu aussi distributeur désormais. Donc je vous invite à voir la bande-annonce qui va commencer très bientôt. La Nana Danse avec Jessica Herrero et Sabrina Jarod. Vous ne vous libérerez jamais. Laissez-nous partir, c'est tout. S'arrêter quand on n'en peut plus, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Pour l'instant, pour ces gens, tu n'es personne. Et quand on est personne, on essaie de sortir la tête de l'eau. Pas de dormir! 5, 6, 7, 8. Moi, je l'ai commis la peur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je reste dans les parages toute la journée, si on peut se croiser, si vous voulez qu'on échange un petit peu. Merci à tous. Et profitez maintenant de la présence d'Olivier Marchal qui va bientôt arriver. Merci beaucoup. À très vite. C'était Alex. Ciao, ciao.